Coucou tout le monde, c'est Capet de Coin Academy, masterclass seul pour une fois. On va faire le point sur l'actualité et les fondamentaux comme d'habitude. C'est une semaine un petit peu plus légère que d'habitude, mais cependant, on va se focus sur deux sujets. La blockchain Tempo de Stripe, où on a plus d'informations, et également tout ce qui va être action tokenisée, puisque en fait, c'est un peu le sujet chaud de la semaine entre Ondo qui a sorti justement son Ondo Market avec toutes sortes d'actions tokenisées. On a également Galaxy qui tokenise ses propres actions sur la blockchain, à commencer par Solana, je crois. Du coup, ça va être le sujet chaud de la semaine. C'est la rentrée. Au niveau des altcoins, pour en parler rapidos, écoutez, on a Ethereum qui a quasiment pas bougé. Par contre, Solana s'est bien repris. Vous voyez, sur la semaine, on a un petit 8%. Sur le mois, on est sur une surperformance de 20%, donc bien mieux qu'Ethereum et Bitcoin. Et il en va de même pour Hyperliquid qui a fait son ATH aujourd'hui. Donc moi, le sentiment que j'en ai, c'est que les gros plays, ça paie. Notamment, on a ENA, vous voyez, qui pousse petit à petit, puisqu'ils ont fait une annonce où justement, ils allaient racheter du jeton avec justement un rachat qui est plus agressif si jamais le jeton est en dessous des 70 centimes de dollars et un peu moins agressif au-dessus des 70. Donc ils essaient un petit peu de fixer un soft floor de 70 centimes de dollars sur l'Ethena. Donc ceux qui sont placés sur l'Ethena récemment se sont mis bien, je pense. Par contre, il fallait en vouloir, parce que pendant très longtemps, alors là, ça fait que monter, effectivement, c'est appétissant, mais on a eu une descente aux enfers qui était quand même assez agressive. Si on regarde le market cap, ça n'a rien à voir au niveau du prix. Petite nouveauté sur CoinGecko, d'ailleurs, on voit des articles ici. Qu'est-ce que c'est? Ils mettent de l'actualité sponsorisée par de l'IA. Ok, pourquoi pas. Et ils citent des sources. Boost USD un Hyperliquid. Ah, c'est intéressant en tout cas d'avoir de l'actualité comme ça. Écoutez, je vous propose de démarrer directement sur l'actualité. Alors on fera le point sur Bitpanda juste après parce que justement, il y a des nouveautés au niveau de Bitpanda, mais j'ai pas envie d'attaquer cette émission directement sur du sponsoring parce qu'après ça va gueuler dans les commentaires et je peux comprendre totalement. Donc déjà pour l'actualité, on a MicroStrategy qui va très probablement être indexé sur le S&P 500. Pour faire très court, en gros, il y a eu comptabilisation de la plus-value, transformation de bilan. Et en gros, on aurait MicroStrategy qui commencerait à être indexé sur le S&P 500. Ça veut dire que les gens qui s'exposent au S&P 500 profitent aussi des résultats de MicroStrategy. Ce qu'il y a d'intéressant dans cette actualité, c'est qu'en fait, c'est la première entreprise, on va dire, crypto qui vient rentrer dans le S&P 500. Et en plus de ça, qu'on se le dise, la stratégie de MicroStrategy, elle est principalement basée autour de Bitcoin. Pour ceux qui ne connaissent pas trop l'entreprise MicroStrategy, là-bas, c'est une entreprise de logiciels. Et ce qui est très rigolo avec cette boîte, finalement, c'est que c'est une boîte qui a vachement su surfer sur les bulles, si on peut dire ça. Déjà, quand tu regardes à l'époque de la bulle Internet, voilà, on avait une action à 20 $, qui a explosé, qui a fait un pic complètement aberrant. Je ne sais pas si, d'ailleurs, à ce moment-là, c'était déjà Michael Saylor au board. J'avoue, je ne me suis jamais renseigné à ce sujet-là. Mais en tout cas, voilà. Ça a fait un pic autour des 300 $. Après, ça a fondu à 3 $. Donc, ça a divisé par 100. On n'en a plus trop entendu parler. Et puis, à partir du moment où l'entreprise a commencé à dire qu'elle accumulait du Bitcoin, c'est reparti en sucette en même temps que le bull run. Ça a recommencé à s'écraser. Et là, depuis, c'est reparti. Pour ce qui est du refus du S&P 500, je suis peut-être pas à jour sur cette information. Il faudrait que je vérifie ça. Mais aux dernières nouvelles, non. Ensuite, bonjour, petite question. Est-ce que vous avez déjà parlé de Remitix? Je sais pas ce que c'est. Laisse-moi regarder. On va en profiter que je sois tout seul. Je peux répondre un petit peu à ce qui se passe dans le chat. Alors, je vais sûrement survoler l'analyse. Bon, déjà, conclusion un peu hâtive, mais en général, quand ça te dit achète en mode ICO, déjà, ça calme un peu. Je me permettrai pas de dire que c'est un scam, mais tu vois, les traductions un peu à l'arrache en français, le module pour investir en mode ICO, les influenceurs et tout, ouais. Franchement, ça donne juste pas envie d'y mettre les pieds, pour se le dire. Je connais pas le projet, mais c'est juste, ça met pas bien, quoi. Propulsé par Google, propulsé par GitHub, ouais, allez, c'est bon. Dégage-le. Pour moi, c'est niet. J'ai aucun follow en commun dessus. Les interactions dessus, voilà, on a 5000 vues, on a 60 commentaires, donc c'est que de l'influence et des bots. N'y mets pas les pieds. Oui, ça a été refusé pour MicroStrategy. Excusez-moi, du coup, j'étais pas à jour sur cette information-là. Écoutez, refusé pour le moment, j'imagine, mais on verra plus tard. Désolé, du coup, on attaque bien l'émission. Du coup, on a Starknet qui a eu une panne de 2 heures. Donc pour faire très court, Starknet qui a fait sa plus grosse mise à jour de son histoire. Alors, ils font très souvent des très grosses mises à jour. Mais là, pour le coup, c'est assez historique dans le sens où ils ont enfin un réseau de séquenceurs décentralisé, avec pour commencer 3 nœuds Tendermint, mais je pense que le nombre de séquenceurs va s'ajouter. Donc, grande première, un système de préconfirmation pour que justement, niveau interaction utilisateur, on soit à moins d'une seconde. Au niveau des frais de gestion, donc ils reprennent le modèle EIP 1559, en gros un modèle de burn quand il y a une grosse activité sur le réseau, et surtout un système de Medpool, de sorte à ce qu'il y ait des enchères pour que ceux qui veulent avoir des transactions en priorité. Voilà. Donc voilà, pas mal de
pas mal de choses qui sont arrivées lors de cette mise à jour, et du coup, il y a eu un petit bug. Visiblement, le bug, il est lié à des transactions avec le langage de programmation Kero 0. Voilà, donc ça a bugué pendant 2 heures. Il y a eu 1 heure d'activité sur la blockchain qui a été totalement effacée. Puis c'est reparti. Ils ont fait un petit mea culpa sur les réseaux sociaux, et puis voilà. Donc rien de très méchant, mais c'est vrai que ça remet un petit peu un coup. C'est un refus catégorique qu'ils ont eu. Ok, et pour MicroStrategy, excusez-moi, je savais pas. Pour le coup, pour vous donner un petit peu de contexte, cette semaine, j'étais en mode déménagement à fond, et j'étais moins dans les cryptos, mais je tenais quand même à vous faire cette émission. Et c'est vrai que pour être très fin avec vous, parce que je pense que ça peut être intéressant d'en parler. Moi, si vous voulez, quand je vous fais ce genre d'émission masterclass, en gros, je passe beaucoup de temps du coup sur Twitter, sur ma TL, dans mes listes. Alors j'ai une liste qui s'appelle VC où en fait, j'ai des personnages influents qui parlent du marché. Et en fait, en général, il y a toujours beaucoup de choses à se mettre sous la dent. Et c'est vrai que cette semaine, j'ai trouvé vraiment l'activité très vide. Et souvent, c'est très corrélé d'ailleurs avec ce qui se passe au niveau des prix. Je pense que pas mal de monde s'est dépêché de sortir son jeton, notamment WLFI, mais depuis, plutôt léger. Mais maintenant que j'ai fait mon petit déménagement, je vais pouvoir m'y remettre bien comme il faut. Allez, je continue. Donc, WLFI propose un programme de buyback and burn après un lancement en rouge. Donc ça, vous l'avez probablement vu passer. Le token WLFI est sorti. Et très rapidement après la sortie, ça a dump. Je vous avoue, hein, je vais pas faire le mec. J'aurais pas eu le couille de shorter un truc comme ça. J'étais assez impressionné de la capitalisation, il est vrai. Mais pas au point d'avoir les couilles de le shorter. Mais visiblement, ça va baisser. Ça a bien baissé, pardon. Et donc là, en fait, ils font une proposition de gouvernance pour que les frais générés par la plateforme servent à faire du rachat et du burn de leurs jetons de manière massive. Donc c'est soumis au vote, bien entendu. Je ne sais pas quand est-ce que ça va se passer au niveau du vote d'ailleurs. Mais ce qu'il y a d'intéressant dans cette proposition, c'est qu'initialement, il devait y avoir une partie des frais qui devait être collectée par AAV. En fait, j'ai l'impression, je peux me tromper, hein, mais j'ai l'impression que WLFI va essayer de mettre une quenelle à AAV en faisant passer ça par un vote de gouvernance. Je vous mets en situation. Désolé de moins maîtriser le sujet cette semaine, mais en gros de ma compréhension, à la base, il devait y avoir une partie des frais qui devait partir dans les poches de la DAO d'AAV. Et là, ils font passer cette proposition avec 100% des frais pour du buyback and burn. Donc j'ai l'impression qu'en fait, au lieu d'assumer et de dire ouais en fait AAV allez vous faire voir, ils font passer ça comme une proposition de gouvernance et ils leur disent bon nous on a mis la proposition mais après les gens ont voté hein, et si les gens ils ont voté et s'il n'y a rien pour AAV, il n'y a rien pour AAV, c'est la décentralisation, c'est la gouvernance, c'est comme ça. Donc c'est grosse quenelle, j'ai l'impression. Donc affaire à suivre, la proposition, elle a été faite le 2 septembre. Désolé, j'ai un bug en fait, je ne sais pas pourquoi, dès que je glisse un peu trop sur la droite comme ceci. Et donc quand on va sur snapshot.box, on peut voir les 3 propositions de gouvernance qui ont été faites par WLFI. Et vous voyez qu'elle n'y est pas encore celle-là. Donc, je pense que pour le moment, on est juste dans une proposition qui est faite off-chain, mais qu'elle va bientôt être publiée on-chain. I'm not agree, I don't trust the team anymore. For this is no brainer, happy to see the team. Et pareil, alors là, je mets mon chapeau d'alu, hein, bien entendu, mais quand vous allez sur les propositions de gouvernance, en fait, quand il y a les gens qui parlent, j'ai l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose, mais dès que c'est une proposition un petit peu plus officielle, l'espace commentaire, il fait pas naturel, en fait. J'ai pas d'exemple sous la main. Mais une fois, je m'étais baladé sur le forum et j'avais vraiment l'impression que l'espace commentaire, c'était limite des bots, en fait, par exemple. Chantal, la vérité et la transparence doit être. Alors c'est peut-être moi qui deviens vieux et con, hein. Non, là ça a l'air assez naturel. Ouais, j'aurais dû le noter. Mais l'autre fois, j'avais vraiment l'impression que ça faisait pas naturel. Ensuite, qu'est-ce que je m'étais noté d'autre, pardon. World Liberty se retourne contre son soutien numéro 1. Voilà, c'est justement ce qu'on était en train de voir dans cette proposition de gouvernance. En gros, pareil, il y a eu 272 adresses qui ont été blacklist. C'est-à-dire que les fonds ont tout simplement été bloqués. Ensuite, ils nous ont donné un petit peu de détails sur ce... Merci beaucoup... Ah non, pardon, je croyais que c'était un sub. Mais merci quand même. Bonsoir Barakin. J'avais la notification 3 streams d'affilée. Donc en gros, la justification pour les 272 adresses, laissez-moi tout simplement... Il y aurait des attaques de phishing. Donc comment ça se passerait un phishing ? C'est simplement dire à quelqu'un de faire le KYC, d'investir directement sur la page pour ensuite essayer de détourner les fonds. Pareil, propriétaire ont signalé une compromission via le support. Là, on parle encore de risque de sécurité. Et là, une seule personne, 0,4%, soupçonnée de détournement de fonds d'autres détenteurs. Donc là, en l'occurrence, ce serait Justinson qui se serait bloqué. Il y a encore une fois, très étonnant avec ce projet, c'est qu'on a des fonds qui sont bloqués, on a une justification que je trouve un peu
un peu général, hein, on va dire. On a un Justinson qui se plaint et qui nous dit ouais, c'est pas normal, c'est mes fonds. Si on commence à bloquer les fonds, on est complètement à l'antipode des valeurs de la blockchain, ce en quoi je suis totalement d'accord. Hein. Mais en fait, j'ai vraiment l'impression que ce projet, c'est magouille du début à la fin. Désolé de passer pour un vieux crabe à ce niveau-là, hein, mais c'est absolument incompréhensible. En fait, on risque de passer vraiment pour un bon à rien, mais c'est pas grave, je l'assume totalement sur ce coup-là. Déjà, je comprends pas, on a pu monter aussi haut pour démarrer. Ok, c'est Trump et tout, hein. Mais pour un jeton de gouvernance, je ne comprends absolument pas. On avait, d'ailleurs, dans l'analyse fondamentale que j'ai fait, on avait une explication des tokenomics et tout. Donc, si on reprend l'analyse fondamentale, si on regarde justement la partie tokenomics, j'avais essayé de bien expliquer comment étaient répartis les jetons par rapport à la documentation originelle. Et en fait, la documentation originale, elle disait ça. 35% pour la public sale, 30% pour les initial supporters, etc. J'ai pas fait l'exercice, mais Liberty Finance, on va essayer de voir si le gold paper a été mis à jour. Donc déjà, oui, il a été mis à jour. Parce que maintenant, on nous parle de 33,893%. Donc déjà, ça a été mis à jour. Alors, je vais vous prouver que ça a été vraiment mis à jour, puisque je me suis amusé à mettre... Non, je vais le trouver. Hein. Comment ça se fait que j'ai pas mis le backup Attendez, je vais essayer de le retrouver. C'est hyper important. C'est CryptoGourmet. C'est aussi Ponzi, mais c'est son deuxième. Donc, dans ce backup, quand il sera chargé, on va avoir justement l'ancien gold paper. On va voir à quel point ils ont poussé la magouille. Regardez bien. Hein. On a 35%, 32,6, 32,5. Nouveau gold paper, on descend à 33,893, 32,6 et un peu plus pour les teams et les advisors. Donc, petite mise à jour en douce, j'imagine qu'il n'y a pas écrit Gold Paper version 1.2 ou quoi, non, c'est passé comme une lettre à la poste, donc timing intéressant. Même malgré ça, c'est un peu difficile à suivre en fait, hein, cette répartition du supply, parce que en réalité, quand tu t'y intéresses, c'est magouille sur magouille. Donc voilà, moi je vais pas vous faire un conseiller en investissement, simplement ce que je peux vous dire, c'est que si vous avez eu la chance de vous investir à l'époque au travers de la public sale et que vous êtes sur un gros multiplicateur, bah déjà bravo. J'espère que vous avez pris des profits. Je vous invite à le faire pour le coup. Et pour ceux qui ne sont pas encore rentrés, bonne chance. Bonne chance parce que le problème c'est que ça peut monter, il n'y a pas de souci, mais ça pue tellement la magouille que personnellement... Après, regardez, la magouille ça peut payer. Hein. Regardez. Tron, on est quand même à 32 milliards de capitalisation. XRP, on est quand même à 300 milliards de capitalisation. Mais le plus violent pour moi, c'est ça. On n'en parle jamais. La Picsou n'est pas là, donc j'en profite. Je me permets d'écarter un peu les jambes, de partir un peu dans tous les sens. Et des rages graphes. Alors ça, c'est vraiment un banger. Parce qu'en fait, c'est un peu comme IOTA à l'époque. C'est un graphe acyclique orienté. Enfin, c'est un système maison qui à la base est totalement centralisé, qui aujourd'hui est assez centralisé, qui s'adresse uniquement à des entreprises. J'ai même pas connaissance qu'il y ait de DeFi ou d'écosystème ou quoi que ce soit dessus. En fait, c'est une blockchain. Il y a un token, mais en fait, c'est un non-sens. C'est un peu comme XRP. Pour moi, c'est un non-sens. Et encore XRP, tu as quand même le XRP Ledger, tu as quand même un peu d'écosystème, tu as des trucs. Mais Hedera, c'est... Et malgré tout ça, malgré le fait que c'est une pseudo-blockchain ultra centralisée avec un token, on est quand même à 11 milliards de capitalisation. La magouille peut payer. Juste aller en continu sur les actualités. Donc voilà, Justinson qui est toujours bloqué hein, pour environ 3 milliards de dollars de jetons. Bon, maintenant un petit peu moins, maintenant que ça a baissé. Mais ça l'empêche pas de continuer de faire ses tweets ultra optimistes sur WLFI. Maintenant, sujet que je maîtrise plus. Alors, Tempo, qui est la blockchain de Stripe. Bah écoutez, rien de mieux que d'aller directement sur la page annonce, que je vais vous traduire directement. Quelle est la différence entre un gold paper et un white paper? Il n'y en a pas. Il n'y en a absolument pas. C'est que tu l'appelles comme tu veux ton papier. C'est que eux... En gros, pour te donner un petit peu de... Bitcoin, c'est un white paper. C'est un white paper. C'est du noir sur blanc avec des images légères. Le papier technique d'Ethereum, c'est un yellow paper. Donc la différence avec le white paper, parce que je crois qu'il y a aussi un white paper pour Ethereum, mais le yellow paper, lui, il est très technique, c'est-à-dire que tu as une explication sommaire, conceptuelle, mais dès que tu commences à scroller un petit peu, c'est très technique, très mathématique. Vous voyez, c'est illisible en fait. Vous n'avez pas des fortes connaissances en algèbre. Donc voilà, ça c'est le yellow paper d'Ethereum. Et donc, pour faire original, bah, ils ont appelé ça un gold paper tout simplement. Donc revenons-en à la blockchain Tempo de Stripe. Donc encore une blockchain axée sur les paiements et les stablecoins. Cette fois incubée par Stripe et par Paradigm. Pour ceux qui ne connaissent pas Paradigm, Paradigm, c'est une entreprise avec des développeurs tech qui est aussi un VC, qui est aussi un investisseur. Quand tu vas sur CryptoRank, tu peux voir que fonds d'investissement Paradigm, mais tu peux voir un peu sur quoi ils placent leur billes. Et très souvent, c'est autour d'Ethereum, hein, et c'est chargé. Voilà, donc vous voyez que déjà, c'est un VC, mais quand même sur un gros bonnet. Et vous pouvez voir justement les fundings, Tempo, Plural, Ethereum. Donc
Ça tourne beaucoup autour d'Ethereum. Kuru, bon bah c'est monade, hein, qui joue sur... Mais il n'y a pas que Ethereum. Mais voilà, Ithaka, c'est un Layer 2. Noble, c'est pour du stablecoin. Le Cross, c'est du bridge. Bon, il y a pas mal de boîtes, hein. Pas mal de boîtes. GTE, d'ailleurs. Il y a un DEX sur MegaETH, Calchi, Prediction Market, bref. Mais Paradigm est aussi à la tête du projet RETH. Donc Rust Ethereum, qui est en fait le client d'exécution basé sur Rust d'Ethereum. Donc ce qui est intéressant avec RETH, c'est que c'est arrivé assez tard. C'est arrivé il y a 2 ans, je crois. C'est un client d'exécution qui est pensé un petit peu comme Solana. Capette, alerte... Ouais, bah, alerte, je comprends, mais si tu donnes pas de détails, je vais rien en faire de ton alerte Dark Security. Mais on va voir ça. Peut-être qu'on aura plus d'infos. Je reprends l'explication. Donc en fait, si vous voulez, sur Ethereum, il y a plusieurs clients d'exécution, plusieurs clients de consensus. Ouais, ok, je l'ai vu passer l'information. Ouais, j'ai vu le tweet du site. Bon, attendez, on va regarder cette histoire d'attaque parce que vous me... Donc l'attaque en question. Une attaque en chaîne à grande échelle est en cours. Le compte d'un NPM a été compromis. Les packages concernés ont déjà été téléchargés à milliards de fois. L'ensemble de l'écosystème JavaScript pourrait être menacé. La charge cliente fonctionne en échangeant silencieusement des adresses. Si vous utilisez un portefeuille matériel, si vous n'utilisez pas de portefeuille matériel lié, évitez d'effectuer des transactions. Ok, bon, on va traduire. Alors, pour faire très court, il y a un développeur réputé. Visiblement, il n'a pas voulu le citer, mais ça doit être un développeur réputé qui fait pas mal de tooling autour de wallets type MetaMask, Rabi, etc. pour viser là. Ou alors des API qui sont utilisées par plein de wallets. C'est-à-dire, je vais vous donner un exemple. Si vous voulez, je suis pas dev, hein, mais ça va juste vous aider à comprendre ce qui se passe. Quand vous cliquez sur Connect ici, par exemple, vous faites Wallet Connect, ça va vous proposer plein de wallets. Donc vous allez cliquer sur MetaMask ou sur autre chose. Ça va du coup ouvrir la pop-up. Donc ça va être des interactions. De ma compréhension, les logiciels qui permettent de faire ça sont potentiellement compromis. C'est-à-dire que vous ayez un wallet hardware ou que vous ayez un wallet software comme Phantom, MetaMask, Rabi, etc. Tout est à risque. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez cliquer sur connecter un wallet, signer une transaction, effectuer une transaction, il se pourrait que en backstage, il y ait un virus qui intervertit les adresses. Imaginons, vous pensez connecter votre wallet pour interagir avec Uniswap. Bah, en fait, vous n'interagissez pas avec Uniswap. Vous interagissez avec du code malveillant qui va permettre aux pirates de détourner vos fonds. Donc mon conseil par rapport à cette attaque, puisque là c'est chaud, voilà. Ne faites pas de transaction, ne faites pas de connexion de wallet, ne touchez à rien. Et même idéalement, si vous connaissez votre site, etc., supprimez vos extensions de navigateur. Évitez les connexions automatiques. Déjà, pour éviter les connexions automatiques, ce que vous pouvez faire, quand vous avez un wallet, vous faites un clic droit comme ceci. À cause du bug, ça va pas. Vous faites un clic droit comme ceci et vous voyez, vous avez possibilité de lire et de modifier les données. Par défaut, vous serez sûrement sur tous les sites. Vous le changez lorsque vous cliquez sur l'extension. Déjà, en faisant ça, vous êtes sûr que l'extension n'est pas chargée par le site. Tous vos wallets, vous faites ça. Lorsque vous cliquez sur extension. Vous avez plusieurs avantages à faire ça. Déjà, en faisant ça, vous évitez d'avoir une connexion automatisée. Et en plus de ça, vous allez avoir vos pages internet qui vont charger plus vite parce que ce qui se passe, c'est que quand vous commencez à avoir beaucoup de wallets sur un même navigateur, eh bien tout simplement, votre wallet va tenter d'interagir avec le site. Et si vous avez plusieurs wallets, ils vont tous tenter de le faire, donc ça va ralentir le chargement de chacune des pages. Donc en faisant comme ça rend les pages beaucoup plus rapides. À ce stade, on n'a pas trop d'informations sur l'attaque, si ce n'est que c'est une attaque à grande échelle. Donc ne faites pas d'interaction. Pauletta qui me dit ma Ledger est déjà connecté à Hyperliquid, tu conseilles de tout déco. Ouais, déconnecte, ouais. Déconnecte, mais ne signe pas de transaction, de trucs comme ça. Et si jamais vous avez vraiment besoin de faire une transaction, vérifiez bien du côté de votre PC et du côté de votre appareil Ledger que vous avez la même adresse au caractère près. Et j'insiste sur le caractère près. Parce que l'adresse peut commencer par les mêmes lettres, finir par les mêmes lettres, et ils peuvent changer quelques lettres à l'intérieur pour vous empoisonner. Mais voilà, mon conseil, c'est toucher à rien, éviter les connexions automatiques. Et encore une fois, le problème, c'est que c'est pas Ledger en tant que tel qui se fait pirater, c'est les modules d'interaction. Donc les se connecter, effectuer une transaction, etc. Si le Ledger est dans le MetaMask, tu n'as pas de souci. Bah potentiellement si, parce que le problème ne viendrait pas de Ledger, mais il viendrait de MetaMask, où il viendrait des boutons se connecter, effectuer une transaction, etc. C'est pour ça qu'il faut faire très attention, parce que toi, tu as l'impression de faire ta transaction habituelle, sauf qu'en backstage, ça fonctionne pas comme d'habitude. Je vous mets en situation pour vraiment que ce soit clair. Là, imaginons, je vais sur DeFi Llama Swap. Bon, voilà, déjà, j'ai mon wallet qui était connecté. Je fais connecter le portefeuille. Quand je vais cliquer sur un truc, ça va exécuter le wallet. Pour le coup, là, ça ne le fait pas puisque justement, j'ai tout bloqué. Mais si je l'avais pas bloqué, donc ça va connecter le wallet. Et il se pourrait qu'au moment de connecter le wallet, il se passe une dinguerie. Au moment de signer la transaction, il se passe une autre dinguerie et qu'au lieu d'envoyer les fonds sur un smart contract habituel, les fonds soient détournés. Donc le vrai risque, en fait, c'est qu'il y a un détournement de fonds
ou qu'il y a un détournement de clé. Donc il va falloir attendre qu'on en sache plus, qu'il y ait une mise à jour qui soit faite, que les environnements soient sécurisés. Donc moi je vous conseille pendant 24 heures, 48 heures de vous gratter le cul, de toucher à rien. Et comme le dit la Liluleo, faites gaffe au poisoning aussi. Donc le principe du poisoning, c'est que si vous faites une transaction vers une adresse, l'adresse elle va commencer par exemple par 0xFE machin, et va se terminer par exemple par 3D6. Et bien ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont brute forcer des adresses pour avoir une clé publique qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à la vôtre, et ils vont vous faire des transactions sur vos adresses à vous. Et si vous n'êtes pas vigilant, vous allez rapidement dans votre historique de transaction, vous faites copier pour recoller l'adresse parce que vous voulez pas vous prendre la tête. Et en fait, au lieu de copier votre adresse à vous, vous allez copier l'adresse du pirate. Et donc, si vous envoyez les fonds sur cette adresse, bah, les fonds vont être détournés. Donc, il faut faire vraiment attention. Je vais voir si j'ai un exemple à vous montrer. Pour cette image très concrète donnée. Là, vous voyez, en haut, c'est la bonne adresse. Donc, ça, c'est l'adresse de réception. Donc, 0xD9A1B. Et là, le pirate, lui, il a créé une adresse qui commence aussi par 0xD9A1. Sauf que vous voyez, après, ça fait C37, 8. Donc il faut juste se méfier de ça pour éviter les problèmes. J'ai peur, je vous mens pas. Si tu fais rien de spécial, ça va. Mais je le dirai jamais assez. Essayez de sécuriser un maximum votre environnement crypto avec des hardware wallets. Utilisez des ledgers, utilisez pas simplement des MetaMask et des Rabis parce que les conneries sont vite arrivées. Et c'est dans ces moments-là qu'il est bien de le rappeler. C'est vraiment important, quand vous faites une transaction, de vérifier d'avoir exactement la même adresse entre ce que vous avez affiché sur votre PC et ce qui est affiché sur votre appareil Ledger. Parce que potentiellement, vous pouvez avoir une adresse affichée côté PC, sauf que ce qu'on vous affiche sur le côté PC, on peut vous afficher absolument ce qu'on veut en fait. Un pirate peut vous mettre n'importe quelle connerie, mais au moment où vous effectuez la transaction, en fait, c'est une autre adresse qui est remplacée. Et ce que va vous afficher votre Ledger, ce sera toujours l'adresse, la vraie adresse de réception qui sera affichée. Donc c'est l'adresse sur le Ledger qui est affichée qui est importante en fait. Et pas nécessairement celle qui est affichée sur le PC. Un avis sur les cold wallets Tangem. C'est bien aussi Tangem, mais j'ai petite préférence sur Ledger pour la partie ultra compatible avec plein de crypto-monnaies. Mais Tangem est très bien. Hein. Franchement, Tangem est très bien aussi. Ouais, la manip pour éviter que les wallets se connectent en auto. Tu vois, tu as tes extensions là. Tu fais clic droit dessus, possibilité de lire, et tu te mets sur lorsque vous cliquez sur l'extension. Par défaut, tu seras sur tous les sites. Ça veut dire que en fait, dès que tu arrives sur un site, ton wallet il va essayer de se connecter et tout. Si tu cliques sur lorsque vous cliquez sur l'extension, il va pas le faire. Quand tu as besoin, en fait, par exemple, de te connecter, prendre un exemple. Tu vois là, si je veux connecter mon wallet, il va rien se passer parce qu'il faut que je clique sur l'extension. En faisant le clic sur l'extension, désolé, j'ai un bug d'affichage qui fait que bon. Quand je clique sur l'extension, là, ça me dit actualiser cette page pour appliquer les paramètres. Et là, cette fois, vous voyez, il n'y a plus le petit cercle autour. Cette fois, mon wallet, il est connecté. Ou alors, je vais pouvoir le connecter. Vous pouvez aussi faire comme dit Lost on Planet, vous pouvez désactiver toutes les extensions. Ça, c'est possible aussi. Vous allez là, tirer les extensions, hop. Et là-dedans, vous pouvez les désactiver individuellement en cochant ceci. Perso, je ne vais pas le faire. J'ai confiance en mon environnement. D'ailleurs, NordVPN, il peut dégager, j'en ai pas. N'hésitez pas à faire du nettoyage. On peut revenir à nos explications. Yoda Wanda, ouais, bien sûr, ça va. Ça va très bien. On se remet dans le bain des lives. J'avais perdu l'habitude au début. J'ai commencé le live, j'étais un petit peu secoué et tout. Pour revenir sur ce que je disais, Paradigm, donc qui est un fonds d'investissement qui est très branché Ethereum et qui a créé RustTH, qui a un client d'exécution sur Ethereum. Donc en gros, ils ont créé un des plus grands clients d'exécution de l'écosystème Ethereum. Donc il sert à la fois pour le Layer 1, pour ceux qui l'utilisent, mais il sert aussi pour les Layer 2. Pour citer les principaux Layer 2 qui l'utilisent, bah, on a Optimism, on a Base, on va avoir MegaETH, on en a plein qui l'utilisent. Mais il n'y a pas que. En général, c'est tout l'écosystème optimistique. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'à la base, je voulais vous parler de la blockchain Tempo, qui est la blockchain dédiée au stablecoin. En fait, ils reprennent les travaux de RustTH. En gros, ils font un Layer 1 concurrent d'Ethereum. Il n'aura pas son propre token, en tout cas dans un premier temps. Et le but, c'est de profiter de toutes les évolutions qu'il y a eu sur les Layer 2 et sur l'écosystème Ethereum, revenir sur une page blanche avec un réseau très centralisé. Donc je m'attends à ce que, comme Hyperliquid, il y ait une trentaine, voire quarantaine de validateurs grand max, et que ces validateurs, ce soient des validateurs permissionnés, des validateurs qui soient triés sur le volet avec un KYC, bref. Un peu comme sur Ripple, ils vont probablement faire du Proof of Authority. Et du coup, la promesse, c'est quoi? Eh bien, c'est d'avoir une blockchain dédiée au stablecoin. Voilà. Pour des grands groupes, regardez, pour garantir que Tempo réponde à un large éventail de besoins, nous sommes ravis de collaborer avec un groupe de partenaires, notamment Anthropic, donc du coup... l'IA de Microsoft, Claude, la Deutsche Bank, OpenAI, Revolut, Shopify, Visa,
et d'autres. Donc on est sur un vrai concurrent d'Ethereum qui reprend tous les travaux d'Ethereum, la décentralisation. Et donc la promesse des frais bas, la confidentialité, comme on a pu voir avec Arc, Plasma et Stable, paiement du gaz dans n'importe quel stablecoin, donc USDC, USDT, USDE, peu importe. Une expérience axée sur les paiements, donc comme PayPal et Stripe, tu vas avoir une API en fait, tu auras juste à te plugger l'API. Au niveau de la scalabilité, jusqu'à 100 000 transactions par seconde, comme ce qu'on a pu voir sur Mega ETH, Ryzen, etc. En fait, faut limite, pour faire très vulgaire, faut voir ça comme un Mega ETH qui tourne sur un Layer 1. Des Mega ETH sur un Layer 1. Comme ça, au moins, compatibilité EVM. Pour faire des paiements, pour faire des comptes. En gros, c'est pour faire un PayPal, Revolut, etc. mais avec de la blockchain en backstage. Pour faire des paiements transfrontaliers, quoi. D'où la logique de voir Revolut dans les partenaires, Visa, etc. C'est une blockchain centralisée ultra rapide. Qui aurait dû exister depuis très très longtemps et vas-y, c'est bon, ça arrive. Et malheureusement, c'est pas Ethereum qui va prendre cette place. Je pense que ce sera Tempo et ce sera Arc, la blockchain de Circle. Donc, pour moi, c'est un vrai ennemi d'Ethereum. Ça ne profite pas du tout à Ethereum. Je vois des tweets pour nous dire « Ouais, c'est bullish pour Ethereum. Il y a des grands acteurs qui arrivent sur la blockchain, c'est bullish. » C'est bullish de rien du tout. Ça ne profite absolument pas à l'écosystème. C'est juste que tu as une blockchain derrière, mais en fait, les utilisateurs finaux n'en ont rien à branler. Les entreprises aussi, hein, d'ailleurs. Hein. Les entreprises, en fait, tant qu'elles voient que c'est moins cher, que c'est plus rapide, une blockchain ou pas, elles en ont rien à branler. Ce qui est normal aussi, hein, finalement. Mais juste, pas de quoi se pignoler sur cette information. Voilà. Ensuite, Hyperliquid qui va lancer son propre stablecoin natif. Donc là, en l'occurrence, on parle d'un vote qui se passerait du 14 au 18 septembre. Donc, qui va voter? Eh bien, le réseau de validateurs de Hyperliquid. Quand vous allez sur Hyperliquid Staking, vous allez avoir la page staking d'Hyperliquid, avec justement les différents validateurs d'Hyperliquid. Donc 25 validateurs actifs actuellement, avec plus ou moins de force de staking. Donc déjà, de ma compréhension, les principaux stakers, qui sont en fait les nœuds de la fondation, ne vont pas participer au vote. Donc en fait, ça va être tous les autres validateurs, les Nansen, Hyper, etc., qui vont participer au vote. Oui, il y en a plus qu'avant, Wanda. Et en gros, ils vont voter sur qui va émettre ce stablecoin. Donc en gros, là, ce qui est en train de se passer, c'est qu'il y a plusieurs acteurs de la communauté qui se proposent d'être justement les acteurs de ce stablecoin USDH qui va sortir. L'idée, c'est d'avoir un stablecoin natif à Hyperliquid pour être moins dépendant de l'USDC de Circle. Et donc, Paxos a fait une première proposition. Donc, ce serait un stablecoin totalement régulé, en règle avec le Genius Act aux États-Unis et MiCA en Europe, qui génère du rendement avec des bons du trésor américain et des opérations. Et justement, ce stablecoin servirait principalement pour buyback du hype. Ils disent que 95% des rendements générés par les réserves pourraient racheter du token hype. Donc ça veut dire que si on a des milliards de dollars de stablecoins qui font par exemple, je dis une bêtise, 5% de rendement, et ben ces 5% de rendement qui représentent des dizaines de millions de dollars serviraient à racheter du hype en plus des revenus générés par Hyperliquid. Et ce qu'il y a de particulièrement intéressant sur cette news, c'est qu'en fait Hyperliquid devient un layer 1 très puissant avec son Hyper EVM qui est aussi. Ça a l'air d'être sorti de chez toi aujourd'hui. Ouais, on a changé d'éclairage, c'est mieux. Hein. C'est beaucoup mieux. Donc, un layer 1 super puissant, un DEX super puissant, et maintenant ils veulent aussi avoir leur stablecoin natif pour probablement proposer des activités autour du stablecoin, peut-être même plus tard des activités autour de la DeFi, du paiement, etc. Donc en fait, tout ce qui marche et ce qui génère du fric sur ce marché. Ce qui fait qu'Hyperliquid, pour le moment, a raison sur toute la ligne en fait. Hein, c'est vraiment impressionnant. Je sais pas ce que ça va donner. Peut-être que ce sera un flop, ce stablecoin finalement. Mais en tout cas, du point de vue prise de décision, c'est vraiment violent. Parce que il faut bien comprendre qu'on parle d'un stablecoin natif, alors que même Ethereum et Solana n'ont pas vraiment leur stablecoin natif. Alors vous allez me dire, oui, sur Ethereum, il y a Liquidity. C'est vrai, Liquidity, c'est mieux que rien. Liquidity, c'est mieux que rien. Comment il s'appelle? C'est le LUSD d'ailleurs. Oh, stablecoin. Que vous comprenez bien, le stablecoin natif, qui n'en est pas un, c'est plutôt que c'est un stablecoin décentralisé, de Liquidity, le LUSD, il est capitalisé que chi en fait. C'est une dingue. Il a 38 millions de market cap. D'ailleurs, le market cap s'est totalement effondré parce qu'il n'y a pas de demande. Le marché des stablecoins, qu'on comprenne bien, aujourd'hui, c'est centralisé. Le stablecoin de Ethena, c'est différent. Et l'USDS de... Bon. Le stablecoin d'Ethena, c'est différent parce que des Ethers et des stablecoins ailleurs pour minter du stablecoin d'Ethena. Donc déjà, c'est pas autant dépendant au dollar américain.
mais ça l'est beaucoup. Pareil pour l'USDS et le DAI, qui sont les stablecoins de Maker, c'est très dépendant de l'USDC. L'USD1, c'est ultra dépendant au dollar. BFUSD, pareil. Alors, ceux-là, je les connais même pas. USD, First Digital, tout ça, pareil, c'est ultra dépendant du dollar américain. Tu te rends compte que des stablecoins décentralisés, il me semble que le GHE de AAV, pour le coup, est décentralisé, mais ils sont pas hyper liquides, quoi. Oh putain, le lapsus de malade. Ils sont pas super liquides. Donc tu peux pas avoir une grosse demande pour ces stablecoins là parce qu'ils pèsent absolument peanuts par rapport aux gros stablecoins centralisés historiques. Maintenant Liquidity, ils ont un nouveau stablecoin, le Bold. Ah mais c'est pareil. Je le savais pas, hein, mais tu vois, on est à 42 millions de cap. Donc tu fais l'addition des deux, ça fait 80 millions. Tu vas pas chez loin avec 80 millions de dollars. Même le stablecoin de Asterdex qui est sorti récemment, et encore ça a bien baissé. LUSD est backé par ETH, Bold est backé par WTH. Okay. Ce qui va être intéressant à surveiller, ça va être de voir à quel point Hyperliquid peut détacher sa dépendance à l'USDC et à d'autres. Oui, l'adresse job est toujours active pour ma Jean Caval. Je suis pas du tout injectif. Pas vous mentir, c'est vrai que je regarde pas trop. Donc, pour revenir à cette histoire de stablecoin, on aura un vote du 14 au 18 septembre. Alors, on me dit d'aller sur une Academy. J'y fonce. Donc, c'est encore par rapport à l'attaque. Oui, on en a parlé juste avant. Voilà, pour résumer, ne faites pas de transaction. Ne faites pas de transaction ces prochaines 24 heures pour éviter les problèmes. Et si jamais il y a 500 balles à gagner avec Bitpanda, donc je vais faire la petite... pas de souci qui se lave, vaut mieux prévenir. Avec plaisir pour le DNS Control D. Donc, 500 balles à gagner. Alors, tout ce que vous avez à faire, c'est follow Bitpanda, follow mon compte, like RT, taguer un ami. Le tirage au sort se fera le 15 septembre. Et en fait, ce concours se fait à l'occasion du lancement du nouvel écosystème de Bitpanda. Donc je vous avais pas mal teasé à ce sujet-là justement ces derniers temps, en vous disant que Bitpanda déployait tout un écosystème autour du Web3. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont sorti un DeFi Wallet, donc j'en parle justement. Donc c'est un wallet sur iOS et Android que vous pouvez télécharger, qui est un wallet simplifié, c'est-à-dire que c'est un wallet simplifié, donc vous pouvez pas faire 10 milliards de trucs, mais vous pouvez faire vos swaps, vos bridges, envoyer des fonds, recevoir des fonds. Vous pouvez générer du yield sur vos stablecoins. Vous pouvez générer du yield sur d'autres actifs, dont le token VSN de Bitpanda. Et dedans, ils ont ce qu'ils appellent le Vision Protocol, qui est en fait un espèce de routeur qui va un petit peu comme... comment il s'appelle ? Qui va vous proposer les meilleures routes, donc qui va les piocher les prix sur différents DEX comme OneInch, Jupiter, Rango Exchange, etc. Et qui, en fonction du swap, va essayer de vous proposer les meilleurs prix. Ce qu'il y a de dommage, c'est que malheureusement, ça ne se passe que au travers du DeFi Wallet de Bitpanda, donc que au travers de l'application mobile. Il n'y a pas encore ces options-là sur un wallet pour PC et le Vision Protocol, le routeur n'est pas disponible depuis un PC non plus. Mais voilà, ça se présente comme ça. Wallet classique, vous pouvez faire travailler vos euros, vous pouvez faire travailler vos dollars. En backstage, c'est des partenaires comme par exemple Morpho. Vous pouvez faire travailler vos euros et vos dollars et toucher du rendement. Et il va y avoir un système de points également pour pouvoir croquer du jeton et participer à des opérations incitatives autour de l'écosystème Bitpanda. Au dernier trimestre de 2025, ils vont lancer un Launchpad également. Donc pareil, ça va être un Launchpad qui ne sera pas obligatoire pour les utilisateurs de Bitpanda. Alors, il faudra juste créer un wallet pour y avoir accès, c'est quand même mieux. Vous n'êtes pas obligé d'avoir du jeton VSN. Par contre, si vous avez du jeton VSN, eh bien, vous vous placez en priorité. Et donc, sur ce Launchpad, vous allez avoir la possibilité d'investir sur des projets crypto qui seront sélectionnés par Bitpanda. Il n'est pas encore ouvert, donc je ne peux pas vous le montrer, malheureusement. Mais voilà, ce sera des projets qui seront triés sur le volet par Bitpanda. Donc, en gros, vous l'aurez compris, pour cette fin d'année, ils ont lancé un wallet, ils ont lancé un token, ils ont lancé un protocole pour maximiser l'efficacité des swaps et des bridges d'une blockchain à une autre, en sachant que, je ne l'ai pas précisé, mais au niveau des blockchains, on a du Ethereum, Solana, Base, Optimism, Polygon, les principales blockchains finalement. Au niveau du token, donc petite fonctionnalité classico, réduction des frais. Réduction des frais, vous avez aussi du staking sur le token, accès prioritaire au Launchpad et la gouvernance on-chain. Je place juste ça comme ça. Le Vision Token de Bitpanda, alors j'en ai pas, si jamais j'en ai pas, je préfère le préciser. C'est 655 millions de dollars de capitalisation. Avec une charte qui a un peu fondu, se stabilise. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est pas tellement de se dire qu'est-ce que je peux faire avec ce token, c'est plutôt de se dire que, vous l'avez vu, il y a énormément de tokens d'exchange qui ont très bien performé, comme celui d'OKEx, comme le BGB de BitGet, comme le BNB de Binance, etc.
En fait, tous les gros exchanges ont leur token d'exchange. Et à chaque fois, on a quand même des capitalisations qui sont violentes. Alors évidemment, BNB, ils sont là depuis hyper longtemps, ils ont leur blockchain à succès, etc. OKEx, c'est pareil, surtout avec les annonces récentes. Bon, et voilà, ils ont une grosse capitalisation. BitGet, il me semble qu'ils sont listés quasiment que sur BitGet, donc en fait, ils contrôlent un petit peu le volume. En plus de ça, ils ne crois pas qu'ils soient MiCA compliant, donc ils peuvent un petit peu plus faire joujou avec le cours, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, je ne m'attends pas à ce que Vision Token soit à 10 ou 20 milliards de capitalisation, tout simplement parce que c'est un token d'un exchange régulé en Europe et que s'ils s'amusaient à faire de la manipulation de leur token et qu'ils se faisaient prendre la main dans le sac, ça serait beaucoup de problèmes pour pas grand-chose de leur côté. Cependant, sur le play des tokens d'exchange, Bitpanda, c'est quand même un acteur qui est gros. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas... Pour ceux qui m'écoutent, c'est pas un produit que vous allez probablement utiliser pour la majeure partie d'entre vous parce que vous êtes dans les cryptos depuis très longtemps, vous cherchez à avoir les frais les plus bas, etc. Par contre, c'est quand même un produit qui est beaucoup utilisé. Ils ont une grosse clientèle. Le produit marche très bien. Ils sont là depuis très longtemps. Tu veux un peu considérer le token comme un bêta play du succès de Bitpanda. Peut-être que ça peut valoir le coup. Voilà. C'est pas un conseil d'investissement particulier, comme je vous l'ai dit. Hein, moi, je n'en ai pas, mais simplement, juste sur le narratif des tokens d'exchange, je trouve ça particulièrement intéressant. C'est pour ça que je voulais prendre le temps de vous en parler. Donc, pour terminer, exceptionnellement, pour ce mois de septembre et le mois d'octobre, si jamais vous créez un compte sur Bitpanda en passant par notre lien qu'on vous met d'habitude sur Coin Academy, alors celui-là, sinon je vous en mets un. En fait, les nouveaux inscrits peuvent avoir un bonus de 50 € en Bitcoin. Tout ce que vous avez à faire, c'est déposer au moins 100 €, trader au moins 400 € de crypto, c'est-à-dire que vous pouvez jouer qu'avec 100 €, mais faire 400 € de volume en crypto sur 30 jours. Et si vous gardez les fonds sur votre compte, eh bien, au-delà des 30 jours, les 50 € en BTC seront crédités automatiquement sur votre compte. Donc eux, ça leur permet de faire de l'acquisition de nouveaux utilisateurs. Ça leur permet aussi de stimuler le volume sur la plateforme, de récupérer un peu de frais, hein, évidemment. Et vous, ça vous permet potentiellement de toucher un petit cashback. Donc voilà, si jamais vous voulez vous essayer aux crypto, dans le discours que j'ai eu juste avant, je veux pas vous mentir et vous dire qu'ils ont les frais les plus bas, c'est pas vrai. C'est pas les plus chers non plus, ils sont juste un peu plus chers que ce que vous pouvez trouver sur du Binance, du OKEx, etc. Donc c'est pas idéal pour faire du trading ultra actif. Par contre, c'est une plateforme all-in-one où vous pouvez faire beaucoup de choses et pour démarrer, c'est top. En plus d'être très régulé. 400 € de volume en crypto, ouais, c'est ça, sur 30 jours. Et comme je vous le dis à chaque fois, vous avez les cryptos, mais vous avez aussi d'autres produits comme les indices, les actions, les matières premières, etc. Mais pour cette OP, pour toucher les 50 € de bonus, il faut faire du volume en crypto. C'est dit noir sur blanc, c'est du volume en crypto. Voilà. Alors laissez-moi en émission et mettre de la musique. Ça me stresse quand je fais pas de musique. Donc, comme je suis pas avec Picsou, je parle tout seul. Alors si en plus j'ai pas de musique, ça me stresse. Alors, on continue. Cette fois, on va parler de Gemini, donc un autre exchange très important, exchange américain, créé par les frères Winklevoss. Ils sont en train de se préparer à une introduction en bourse à Wall Street, avec une valorisation de 2,22 milliards. Donc je suis assez étonné. Bon, après, c'est lié aux revenus. Je pensais Gemini plus gros que ça. Parce que les frères Winklevoss, ils sont quand même gros dans l'écosystème. La capitalisation de Kraken, je crois, elle est aux alentours de 15 milliards, même si c'est pas encore ça. On parle de 2,2 milliards. Je pensais qu'il serait plus gros que ça. Et pour le coup, Gemini, on vous en reparlera parce qu'ils sont en train de faire une grosse offensive en Europe. Ils vont essayer de se placer également. Si je swap 400 USDT en USDC, ça compte. Je sais pas du tout. La logique voudrait que oui, mais j'en suis pas certain. Il faut bien lire les conditions. Donc cette fois, on va parler de Galaxy Digital, donc qui mise sur la tokenisation de ses actions. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, Galaxy Digital, c'est une des plus grosses entreprises d'investissement en crypto du monde. Et en fait, elle a tokenisé sa propre action directement sur la blockchain au travers de Superstate, qui a une plateforme qui s'appelle Opening Bell. Laissez-moi vous montrer ça. Donc le principe d'Opening Bell, c'est quoi? C'est de permettre à n'importe quelle entreprise de tokeniser des actions. Donc soit sa propre action, soit d'autres actions. En gros, c'est bien expliqué ici. Je vais vous mettre une petite traduction. Bien aimé d'ailleurs. L'entreprise va voir Superstate, qui est en fait un agent de transfert enregistré auprès de la SEC, pour enregistrer et tokeniser ses actions. Si les actions sont cotées en bourse, ils vont travailler avec un agent de transfert pour construire un pont interopérable entre le marché traditionnel, Ethereum et Solana. Donc du coup, simplement, là, ça sert à tokeniser les actions et obtenir les mêmes droits sur les actions tokenisées que sur des actions classiques. Donc, on en a parlé un peu plus en détail. Ces titres 100% conformes aux règles de la SEC offrent les mêmes droits qu'une action traditionnelle tout en permettant leur détention et leur transfert on-chain. Cette intégration directe, loin des produits synthétiques de la DeFi, ça c'est important de le comprendre, c'est pas juste un produit dérivé, c'est comme si tu avais une action, sauf qu'elle est sur la blockchain, combinée à la sécurité réglementaire et efficacité blockchain, marque une étape clé dans la tokenisation des marchés financiers. Voilà. Donc pour le moment, c'est un tout petit marché. Voilà. Pour le moment, Opening Bell, c'est tout petit. Hein. Il n'y a même pas 1 million qui est tokenisé. On peut le voir juste ici d'ailleurs. C'est Galaxy Digital Common Stock,
qui en fait a été tokenisé. Mais c'est le début. Et dans la même lignée, on a aussi Hondo Finance qui a lancé son produit. Ça aussi, je voulais vous en parler. Donc ça s'est fait cette semaine. Hondo qui propose une centaine d'actions directement tokenisées sur la blockchain. Donc quand on va sur le site, me dis pas que j'ai pas noté le site, c'est pas grave, il est là. Non, c'est pas ça que je cherche. Je semblait que je l'avais préparé, mais en fait. Voilà, quand vous allez sur le site, vous voyez toutes les actions qui sont tokenisées et vous pouvez voir qu'il y a pas mal de partenaires et surtout que pour le moment, c'est uniquement disponible sur Ethereum, mais c'est prévu de l'être aussi sur Solana, sur la BNB Chain et sur l'Hondo Chain. Et donc quand vous allez sur l'application Hondo, et ben vous pouvez voir justement toutes les actions. Donc à chaque fois, vous avez le ticker de l'action avec ON à la fin. Et quand on regarde un peu plus en détail ce qui se passe sur railwardasset.xyz, bah, on peut voir qu'ils en ont tokenisé un bon paquet et que certaines d'entre elles commencent à avoir des market cap de plusieurs millions de dollars. Non, je farme pas l'écosystème Hyper-EVM. Je farme rien en fait. Je farme absolument rien. Pour être très franc avec toi. Voilà. Donc du coup, vous avez le S&P 500 tokenisé qui marche bien. Vente du trésor sur 20 ans. QQQ, je sais plus ce que c'est. Je sais plus ce que c'est, mais c'est un indice important, mais je l'ai plus en tête. Et après, voilà, vous avez Action Tesla, l'or, Apple. Si, il y avait Mirror Protocol qui tokenisait des actions, mais c'était des produits synthétiques. Donc en fait, tu détenais pas des vraies actions. Voilà, QQQ, c'est Nasdaq. Voilà, tout simplement. Mirror Protocol, c'était juste des produits dérivés, c'était sur Terra Luna. Et justement, bah, quand Terra Luna s'est effondré, bah, Mirror Protocol s'est effondré. Là, pour le coup, c'est des vraies actions qui sont tokenisées. Donc, ça devient quand même beaucoup plus important. Et on va en avoir de plus en plus des actions tokenisées. Parce que y a des gens qui commencent à en avoir plein le fion, je pense, de se faire découper par des altcoins et qui veulent continuer de faire leurs interactions sur la blockchain. Donc du coup, bah, c'est une bonne alternative. Et le parcours client est hyper intéressant. Vous voyez, quand je suis sur App Hondo Finance, j'ai juste qu'à cliquer sur Connect Wallet. Et ensuite, je vais cliquer par exemple sur Tesla. Et je peux convertir des USDC en Tesla Hondo. Donc très simple, hein. Dépôt en USDC pour acheter une action. Et inversement, transférer une action contre des USDC. Donc on devient vraiment un marché de boomer, hein. On commence vraiment à proposer des options comme une bourse en fait. Voilà, ensuite, alors c'est terrible, hein. C'est mon Chrome qui a un truc parce que c'est en train de me rendre fou cette affaire. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Chrome 2.5/restart, c'est pour redémarrer Chrome et ça vous permet de ne pas fermer vos onglets. Voilà, j'ai un bug de con. Vous voyez que j'ai tout qui se met à droite et je sais pas pourquoi. Qu'est-ce que c'est que ce bug de con? Bon, c'est pas grave, on va rester en zoomé comme ça. Ensuite, je réglerai ça. Voilà, donc le Nasdaq qui resserre la vis face au microcap. Donc vous avez vu, il y avait plein de boîtes qui étaient ultra low cap et puis derrière ça annonçait un changement de nom, un changement de directeur, réserve stratégique en BNB, peu importe. Et ça se mettait à exploser d'un coup. C'était souvent des boîtes chinoises. Bah là, le Nasdaq, ils ont dit c'est bon. À partir de maintenant, si vous n'avez pas au moins 15 millions de dollars de capitalisation et si vous ne levez pas au moins 25 millions de dollars, donc ça va commencer à élaguer un petit peu toutes les boîtes un peu bancales qui veulent faire du pump and dump et surfer sur la tendance. Mais du coup, niveau fiscal, on ne sait toujours pas. Je pense que pour la fiscalité justement des actions tokenisées, on est en zone grise. Alors, je ne suis pas expert fiscal. Ne prenez pas pour argent comptant ce que je vous ai dit. Ce que je vais vous dire, ça ne vaut pas... le fisc décide à la fin. Mais pour moi, on est en zone grise. C'est-à-dire que en fonction de l'expertise fiscale que vous allez engager, de votre justification vis-à-vis du fisc et de la zone grise dans laquelle on est, je pense que la fiscalité sera au cas par cas. La logique voudrait que si vous achetez une action tokenisée, qui plus est dans le cas de, comme on l'a vu par exemple avec Galaxy Digital qui vous permet d'acheter des actions avec la même droit de propriété que les actions mais directement sur la blockchain. Pour moi, c'est la même fiscalité que les actions. C'est-à-dire que si vous vendez une crypto-monnaie contre une action, vous payez un impôt sur la plus-value de votre crypto-monnaie et ensuite vous repérez un impôt sur la plus-value de l'action. Contrairement à par exemple en France, si vous vendez une crypto contre du stablecoin, vous n'êtes pas encore en plus-value, c'est uniquement en conversion en euros. Pour moi, si vous achetez une action, c'est comme si vous convertissez en euros. Je suis certain que certains vont vouloir jouer avec le feu et dire oui, mais moi j'ai acheté un altcoin d'une action, donc c'est comme si j'achetais un altcoin, donc je ne suis pas en plus-value en euros, etc. Il y a peut-être moyen de moyenner avec le fisc. Mais moi, je ne suis pas du camp de moyenner avec le fisc. Donc, pour moi, mettez-vous bien dans la tête que c'est comme si vous faisiez une plus-value en crypto. Donc, vous payez d'abord un impôt pour ensuite aller sur une action. Et donc, si vous faites une plus-value sur l'action tokenisée, vous repayez un impôt. Par contre, peut-être que probablement, si vous vendez une action tokenisée contre du stablecoin, vous n'êtes pas en plus-value. Ce sera uniquement quand vous vendrez contre de l'euro que vous le serez. Et là, je m'adresse bien aux gens qui sont en France. Et vous le savez, en France, c'est uniquement quand vous vendez contre du fiat
que vous êtes en plus-value. Dans d'autres pays, comme je crois la Belgique, mais c'est aussi le cas du Luxembourg, quand vous vendez un altcoin pour un autre altcoin, vous devez payer un impôt. Voilà. Sauf si vous attendez 6 mois au Luxembourg alors que vous êtes dans une gestion en bon père de famille en Belgique. À chaque fois, d'un pays à un autre, vous n'avez pas la même fiscalité. Donc le discours que j'ai eu, il est uniquement pour la France. Et le fait que ce soit on-chain, on s'en bat les couilles, Hackmaker. Pour moi, c'est pas une question de on-chain ou pas on-chain, c'est une question de sous-jacent. Et si le sous-jacent, c'est une action, ça doit être géré comme une action. Un stablecoin, c'est pas une monnaie financière, c'est un stablecoin. Donc là aussi, on est en zone grise. La loi ne dit pas spécifiquement les stablecoins, c'est exactement pareil que la monnaie fiduciaire. Sinon, on voudrait dire que c'est pas un stablecoin, c'est juste de la monnaie fiduciaire. Et peut-être que ça va changer, hein. Peut-être qu'on considérera les stablecoins exactement comme de la monnaie fiduciaire et donc on aura la même fiscalité. À Malte, c'est différent. Ouais, je sais pas comment ça se passe à Malte pour être totalement transparent avec toi. Prenez pas le fisc pour des cons parce que ils vous le rendront bien. Surtout le fisc français. Bah moi, perso, je vous le dis, hein, quitte à investir dans une action, autant acheter une vraie action. Sur un broker comme XTB ou un produit dérivé sur Bitpanda ou autre. Vaut mieux limite prendre une vraie action que prendre une action crypto tant qu'on est en zone un peu inconnue sur la crypto. Bah du coup, bah voilà, les actualités c'est bon, on les a traitées. Il va vraiment falloir que je règle ce bug d'affichage là parce que c'est en train de me rendre fou. Pas grave. Qu'est-ce que je me suis noté d'autre? Oui, donc on a le Nasdaq qui rentre dans le jeu aussi, donc on a tweeté ça tout à l'heure. Le Nasdaq dépose auprès de la SEC une proposition de modification de ses règles pour permettre le trading de titres cotés en version tokenisée. Donc en fait, il faut croire que la prochaine alt season, ce sera pas sur les altcoins, mais ce sera sur les plus belles actions américaines. Hein. Parce que là, pour le coup, la finance tradi, elle arrive on-chain, elle va profiter. Peut-être que des Layer 1 vont en profiter, je pense à Ethereum et à Solana en premier lieu. Mais mis à part ça, oui, on aura des alts qui vont prendre, comme c'est le cas de Pump Fun en ce moment, etc. Ou Hyperliquid, mais je pense que le bull run, c'est les actions en fait. C'est pour ça que moi, je vous le dis personnellement, en ce moment, je me gratte le cul, je fais rien, j'ai un peu d'Ether, j'ai un peu de Sol, j'ai mes trucs en pré-sale qui sont toujours lock, etc. Mais je suis assis sur de plus en plus de stablecoins. Je me gratte le cul parce qu'il n'y a rien qui me donne envie et limite, quitte à faire moins de multiplicateurs mais jouer à la sécurité, je commence à me boomeriser et m'intéresser au marché action. Pour le moment, je ne suis pas rentré, mais je pense que ça se fera. Quand tu verras qu'avec une action, on pourra la staker, puis la liquid staker et la collatéraliser, tu vas vite oublier ton broker capet. Ah, ça, on verra. Parce que moi, je t'avoue que les DeFi avec des boucles, etc., ça n'a jamais été mon dada. Hein. Parce que je suis une fiotte, en fait. J'ai trop peur de faire partir du petit pourcentage de personnes qui vont se faire niquer sur un bug d'oracle, un flash loan ou un truc bizarre où je vais me faire niquer pour avoir essayé de gratter quelques pourcents de yield. J'ai pas envie d'y laisser la caisse. J'ai déjà donné assez d'argent à Terra Luna à l'époque. Ça m'a vacciné. En fait, quitte à prendre un risque, je préfère aller chercher un gros yield plutôt que chercher des 4 ou 5%. C'est incroyable que tu parles d'action, de reward asset et tu ne suives pas Inch. Bah en fait, je regarde de loin Inch. Et encore pas mal exposé en alt capet. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Bah, toujours du Soleilleur, toujours du Morpho, du Plume, des trucs qui sont loqués depuis un bon moment. Pour toi, Capet, le pourcentage de crypto dans un portefeuille est de combien? Ah, ça, c'est vraiment personnel. Moi, il est beaucoup trop. Quasiment tout mon fric est en crypto, tu vois. Mais c'est en train de changer, tu vois. Ça commence à être de plus en plus en stablecoin parce que je me boomerise, hein, comme je vous l'ai dit. Je sais pas si Helix est sur DeFi Llama. Alors, Helix devrait être sur DeFi Llama et il me semble qu'il pèse que chi. Oh, mais c'est un truc de ouf, Internet. On peut utiliser Internet dans ce pays ou... Apparemment, cette semaine, il y a eu un cap sous-marin qui a été sectionné, ce qui fait que l'Internet dans la région, il est moins stable. Donc, il y a toujours une bonne raison d'avoir un Internet qui est pas stable. Et moi, quand les pages, elles chargent pas vite, ça me fait péter les plombs, tout simplement. Donc on en avait déjà parlé de ça, d'un fonds commun entre Galaxy Digital, Gem Crypto et Multicoin. Eh bien, ça se confirme et on ne serait pas à 1 milliard de dollars, on serait carrément à 1,65 milliard de dollars pour accumuler du Solana. Et ripper les gamers Dubaï. Non, en vrai, pour le gaming, ça va. Pour le gaming, j'ai pas de soucis de ping ou quoi. Ça se passe bien. Ensuite, pour parler d'Ethereum par rapport à Solana, pendant des semaines et des semaines et des semaines, je vous ai parlé de grosses accumulations. Et bah là, cette semaine, elle est un petit peu plus calmos. Du côté de Charbling, ça continue quand même, hein, ça rigole pas. Par contre, du côté de Bitmine, ils ont été un petit peu plus sages. Ah non, pardon. Autant pour moi, il y a une petite nouveauté aujourd'hui. Ils ont rajouté une louche. Ah bah j'avais vérifié avant l'émission, mais ils ont rajouté une petite louche. Donc non, ça se calme pas. Hein. Ils continuent d'accumuler comme un dingue. J'ai vu le potentiellement. Non, c'est pas une question de tous les exchanges qui se font hack. C'est pas ça. C'est pas ça la faille. C'est plutôt les interactions sur Internet avec les wallets. C'est hack.
Pas les exchanges. Ou alors il y a du nouveau, hein, mais de ma compréhension, subi un incident il y a quelques heures. Ah ouais, Swissborg. Ah bah voilà, il y a du nouveau. Ok. Ouais, tout le monde en parle, hein, de cette histoire de hack. Je pense que Dubaï est parfait pour la crypto. Dubaï est vraiment très bien pour la crypto. Voilà. Ensuite, Somnia. Alors Somnia, c'est un Layer 1 EVM ultra rapide comme de nombreux autres. Qui misaient beaucoup sur le narratif du gaming Web 3 d'ailleurs. Et ils sont sortis, il me semble, à 60 centimes. Ça dump direct. 50, 60 centimes. Je me disais, putain. 40 centimes, on est quand même à 400 millions de FDV, c'est pas mal. Bah, ça les a pas empêchés de faire x4. Alors, en ce moment, très souvent, on a des altcoins qui sortent et qui montent et qui montent et qui montent et qui montent. Et puis d'un coup, ça fond comme le sucre. Donc moi, je vous dirais d'être très vigilant avec Somnia parce que ça peut finir comme ça. Ça peut finir comme ça. Alors pour le coup, mouvement d'ailleurs, ça n'a pas tenu très longtemps. Et ça peut aussi finir... comme ça, ça peut finir comme ça peut finir... Pareil, un soleil. J'en ai. On bosse avec eux. Regardez. Hop, 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 ça monte. Non, Mix Finance, j'ai pas. Et j'ai vu que ça montait à Donf. J'ai vu passer l'info comme quoi ça montait à Donf. Mais je sais même pas ce que c'est. Tu vois, des charts. 10 milliards de FD. Bah oui. Voilà. Dans le même délire. Alors, ça a pas dump, hein. Mais regardez, Story. Ça monte, ça monte. On sait pas d'où. Je connais personne qui utilise. Ça monte, ça monte, ça monte. Il n'y a pas d'écosystème, mais ça monte. Voilà. Donc, juste, bah, gaffe du coup. Si vous avez fait des sous, bah, tant mieux pour vous. Juste, courez pas après un prix. Parce que, en fait, moi, ce qui me dérange avec ces trucs-là, c'est que sur le papier, c'est des bonnes techs. Mais on a compris maintenant que, voilà, être une bonne tech, c'est plus suffisant. Il faut aussi l'écosystème. Et le truc, c'est que Somnia, niveau écosystème, ils ont fait des bons sponsoring. Et GG à eux, hein, c'est le jeu, il n'y a pas de souci. Mais niveau écosystème, est-ce qu'ils ont un dashboard? Ça fait plaisir d'être avec vous. Petite émission un peu plus... je sais pas pourquoi il y a Somnia dedans. Voilà. Ensuite, donc ça, c'est la news dont je vous ai parlé plus tôt. On va en parler, le corbac. Ethena, en fait, qui a levé un gros paquet de pognon. Voilà, 530 millions. Si le jeton est en dessous de 70 centimes de dollars, ils achètent à coût de 10 millions par jour de l'ENA. Si le jeton est au-dessus de 70 centimes de dollars, ils achètent à coût de 5 millions l'ENA. Donc en fait, ils essaient de faire un soft floor de 70 centimes de dollars. Et pour te répondre, le corbac, j'ai testé le testnet, le gaming est haché de ouf. Qu'on se le dise, moi ça me fait chier, hein. Ça me fait vraiment chier. Mais le gaming Web 3 est à un niveau de catastrophique. Je vous en parle même plus en ce moment parce que ça m'a sidéré. En fait, ça m'a sidéré à tous les niveaux. Ça m'a sidéré parce que le peu de choses en lequel je croyais profondément, ça a été du milk, mais du milk. En Aurori, ils ont levé 140 millions. Alors, ils ont fait un beau jeu, hein, mais le jeton, il est mort dans le film. Shrapnel, avec qui on a bossé, ils ont levé énormément de fric pour faire une map pas finie, avoir les employés qui se barrent les uns derrière les autres, les fondateurs qui se menacent les uns les autres, une annonce comme quoi ils allaient quasiment mettre la clé sous la porte. Là, ils se sont fait racheter, je crois, par une boîte chinoise ou je sais pas quoi. Ils ont relevé des dizaines de millions, mais le token, il est mort dans le film. Un de mes bags, Nyan Heroes, le jeu plutôt bien, hein, plutôt bien. Ils ont levé v'là les sous, pareil, ils ont fait une annonce, ils ont mis la clé sous la porte. Humber Sword, pareil, un de mes bags. Alors là, j'ai fait une donation. Alors ça, c'est le pire de tous. Lui, c'est le pire. Je vous le dis, c'est vraiment le pire. Alors écoutez bien. Humber Sword en 2021, ils avaient un Twitter, c'était le feu de Dieu. Tout le monde leur suçait la bite. Ils avaient v'là l'interaction et tout. Donc moi, j'étais resté sur une bonne note, hein, par rapport à Humber Sword. C'était assez innovant et tout. On me propose de in dans le projet. Je sais même plus à quelle valorisation. Ça nous annonce dans le deck, ça va être listé sur tel exchange, tel exchange, tel exchange, tel exchange. T'avais même à l'époque, je m'en souviens, hein, sur CryptoRank, tu avais une image avec justement les exchanges. Depuis, l'image a été supprimée, évidemment. Au final, le jeton sort, zéro buzz. Mais quand je vous dis zéro buzz, absolument personne n'en parle. On n'a plus de nouvelles. Et du jour au lendemain, ils ne tweetent même plus. C'est-à-dire que jusqu'à la sortie du jeton, ils ont tweeté des visuels, des images du jeu. Si vous prenez les images du jeu de 2021, le jeu était 100 fois plus joli que ça. Le jeu final ne ressemble à rien. Ça ne ressemble absolument à rien. Et ce qui a devenu... Alors, je vais essayer de remonter. Hein. Ce que j'en ai retenu, c'est que les gars sont capables, par je ne sais quel moyen, de faire des vraies images, de faire une vraie démo qui donne de l'appétit aux investisseurs et tout, pour, au final, sortir que dalle et arrêter de tweeter le 11 avril. Donc on est sur un niveau d'extraction qui est inédit en fait. Donc moi le gaming Web 3, je le garde sous l'aile, j'aime le gaming hein, bien entendu, mais tout ce que j'en retiens, c'est que pour le moment c'est de l'amateurisme. Cross the Edges, alors Cross the Edges pour le coup ils font des trucs, c'est juste que le token il est finito, j'ai même masqué le compte, c'est une follow pour vous dire tellement ça m'a mis le seum pareil, parce que ça partait très bien jusqu'au lancement du jeton. Lancement du jeton catastrophique, ça a annoncé un jeu sur Unreal Engine 5 il y a plus d'un an, ils ont fini par sortir quelque chose, ils ont fini par sortir une annonce hein. Je sais plus, c'est sur Epic Games, je crois, Epic Games, ça a fini par sortir. Mais exactement comme Aurori, et
exactement comme Aurori, le timing n'est pas bon. C'est-à-dire que... non, c'est pas celui-là. C'est-à-dire que il y a un moment, les gens ils sont chauds, il faut délivrer. Non, c'est pas ça non plus. Il faut délivrer, mais il y a du retard pour des raisons qui peuvent se comprendre. Hein. Il y a du retard, il y a du retard, il y a du retard. Et comme il y a du retard, et bah, tout le monde se désintéresse et il fait du game, quoi. Et ça, tu l'as avec tout le monde. Encore un autre bag. Bon, un autre bag à moi, c'est pas cet élixir-là, c'est celui-là. Voilà. Alors je vous rassure, hein, j'en ai dumpé des jetons, hein, donc je me suis remboursé sur la majeure partie des bags, sauf sur par exemple Lumbersword où c'est parti à zéro direct. Hein. Je suis ultra transparent avec vous, mais ça a été des donations. C'est-à-dire que soit c'est des lancers, soit c'est des jeux. Ça sort ultra capitalisé, sauf que vous avez vu les altcoins en 2024, 2025, ça n'a pas été ça du tout, et ça a été road to zéro. Donc le gaming web 3, c'est niet. Pour le moment, je continuerai de regarder, je continuerai de jouer pour tester, mais c'est niet. Et même pour les trucs très sérieux, comme, comment ça s'appelle, Off the Grid, non, le token Off the Grid, il ressemble à rien. Hein. C'est tout le narratif qui s'est effondré. Et vous l'avez vu récemment, on a même The Sandbox qui était ultra hype, qui avait de l'or dans les doigts. Et juste en fait, bah, il y a personne dessus parce que c'est pas des gamers. En fait, c'est que des jeux qui ne s'adressent pas aux gamers, à des exceptions près. Off the Grid, c'est carré. Off the Grid, c'est carré. De tous, c'est le plus carré, pour se le dire, de très très loin. J'ai oublié iOS. J'ai fait exprès de pas parler d'iOS. C'est encore une autre histoire. iOS, c'est... Et pas que dans le gaming d'ailleurs. Hein. C'est juste que ça fait un peu moins mal du côté des Layer 1. Mais tu parles doucement d'un coup, bah. Bah oui. C'est juste que moi, moi je comprends pas. Hein. En fait, je comprends pas comment, avec autant d'argent levé, tout projet confondu, t'as ce résultat-là. Si ce n'est que de se verser des salaires de fou. Et à part ça. Parce que je sais, hein, payer des stands dans des conférences, ça coûte la peau du cul. Faire des campagnes mass marketing, ça coûte la peau du cul. Il n'y a pas de souci. Eh ben, fais pas de stand. Fais pas de mass marketing. Hyperliquid, ils font pas de stand. Solana, ils font un stand, mais ils ont un produit. Ethereum, ils font de l'événementiel, ils ont un produit. Mais pour les autres... Tout projet confondu, hein, à quoi bon dépenser des sommes astronomiques si t'as pas de putain de produit, si c'est pour retarder à longueur de temps. Voilà. Moi, c'est ça qui m'écoeure en fait. C'est que je comprends pas. Non, Picsou n'est pas là. Je comprends. En fait, pour moi, c'est pas possible. C'est pas possible de faire aussi peu avec autant d'argent. Pour moi, c'est inconcevable en fait. Je vais vous donner un exemple, tu vois. Là, c'est pub gratuite, c'est les copains. Je les connais depuis l'ICO. Je les connais depuis le tout début. C'est des mecs qui codaient des bots de trading. Ils se sont dit, bon, bah, on va faire un projet pour permettre à des gens d'automatiser le trading. Les gars, ils font que bosser, que bosser, que bosser, que bosser. Le CEO, le CTO. Ils font quasiment pas de conférences. Ils font quasiment pas de marketing. Ils dépensent pas. Ils dépensent pas. Bah, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une grosse poussée avec le listing de Coinbase, mais ils ont toujours une trésorerie. Et ils limitent les dépenses, et ils ont un staff, et ils font ce qu'ils peuvent, et c'est juste gérer du pognon correctement. Ils font partie de ces rares boîtes qui gèrent le pognon correctement. Tu peux dire oui, mais regarde la chart et tout. Alors c'est sûr qu'avec le listing Coinbase, la chart elle est terrifiante. Mais il faut pas oublier que à la base, l'ICO, je me souviens plus à combien ils avaient levé. Je crois que c'était à 10 centimes au moins. Je sais même plus. Attends. Combien de dollars par KRL? Ah bah sans être emmerdé, c'est pas vrai. Ils ont été carrément emmerdés. 0,35 centimes. Ah ouais? Non. C'était beaucoup moins que ça. Non, c'était moins que ça. Financement de 29 millions de dollars. Mais n'importe quoi. Ils ont levé 3 millions. Mais ChatGPT dit n'importe quoi. Laissez tomber. Alors là, ChatGPT complètement à côté de ses pompes. N'importe quoi. On peut demander à Perplexity. C'est vrai que j'ai perdu le réflexe. Non, mais le prix actuel, je le connais. Ils sont pas capables de me donner cette info. Bah, laissez tomber. Je pense que c'était moins de 10 centimes, mais j'aurais pas l'info. On n'a pas parlé de Linea, les potes. Putain, c'est vrai. On n'a pas parlé de Lidea. Le monteur en PLS pour Adus. Non. Linea. On va faire très court. Il y a le jeton qui arrive. D'ailleurs, quand tu vas sur Hyperliquid, tu peux le voir en pré-marché. Voilà, Linea. Donc on est à 72 millions de jetons, donc on doit être à 2 milliards, 2 milliards et demi de dollars de FDV, donc c'est quand même énorme. Pour faire très court, il y a bien au crâne la musique. Du coup, Ena, Banger ou Future Terra. Ah bah l'un n'empêche pas l'autre. Hein. Pour le moment, c'est très très sérieux, mais l'un n'empêche pas l'autre. Même si le sous-jacent est beaucoup plus sain que Ena. Le risque zéro n'existe pas. Moi, j'avoue, Axe Swissborg et tout. Donc tokenomics du token. Donc on l'a noté. Du coup, le token Linea, ça va pas être un token comme d'habitude. Ce n'est pas un outil spéculatif réservé à quelques insiders. Non, ce n'est pas non plus un jeton de gaz. Ce n'est pas non plus un jeton de gouvernance. C'est un token
Incitatif. Il crée un lien entre la croissance de Linéa et la valeur captée par son token grâce à un mécanisme économique spécifique. Pour cela, il récompense ceux qui utilisent réellement le réseau, utilisateurs, développeurs, fournisseurs de liquidités. De plus, le token Linéa soutient le financement de l'écosystème et des biens publics. C'est pas un token de gaz, donc quand tu utilises Linéa, tu payes en Ether, le gaz, et quand tu utilises Linéa, tu as 20% des frais en ETH qui sont brûlés et tu as aussi 80% des frais qui servent à buyback and burn le Linéa. Donc de ma compréhension, c'est un token qui sert quasiment à rien, qu'on donne aux gens, mais comme c'est aligné avec Ethereum, bah on pense que les gens vont venir sur Ethereum. Pour résumer, c'est pas un token de gouvernance, c'est pas un token de gaz, c'est un token, on vous le donne. On vous le donne sous forme d'airdrop, on va vous le donner sous forme d'incitation, et s'il y a de l'activité dessus, on va en buyback and burn. Donc t'inquiète. Franchement les gars, comment vous dire, conseil d'amis, soyez là pour les émissions crypto parce qu'on passe toujours des excellents moments. Hein, mais si vous aviez en tête d'être full-time crypto, de quitter votre boulot pour être full-time crypto, gardez les cryptos en tant que hobby, venez sur les lives, on parle sur Twitter, on s'amuse, on suit les actualités, on fait des sous, voilà, machin. Mais ne venez pas faire du full-time crypto, ce marché va vous rendre fou. Je vous le dis sincèrement. Alors Picsou il se régale, hein. Lui il est sur Hyperliquid, il build et tout, il se régale. Moi je voulais build sur la partie Gaming Web 3, bah pour le moment Gaming Web 3 on est un petit peu soigné. Mais franchement le nivellement vers le bas est absolument terrifiant. C'est un truc de malade. Moi franchement ce marché il me fait péter les plombs. Il me fait péter les plombs. C'est un truc de malade. En fait les cycles d'avant, il se passait v'là les trucs, on rigolait trop. Mais là on est vraiment sur de l'extraction, du milking, ça milk les gens. Et c'est écœurant en fait. Ça fait péter les plombs. Parce que nous, on a un média. Donc, notre boulot, c'est de vous couvrir l'actualité, c'est de vous couvrir les fondamentaux, etc. Mais tu as l'impression qu'on nous donne de la merde. À part les exchanges. Les exchanges sont pétés de pognon. Ils payent bien. Ils font les choses bien. Parce qu'en plus, ils sont régulés. Mais tu sors des exchanges et de quelques exemples par-ci par-là, BTC, ETH, Sol, Hype, et de 3 à gauche à droite. Le reste, c'est que de l'extraction. C'est que de l'extraction. Des promesses, des promesses, des promesses, des promesses, des promesses. Moi, les gars, ça fait depuis fin 2016 que je suis sur ce marché. Hein. Et franchement, des fois, ça m'épuise. Vous voyez, cette semaine, vous avez vu, l'émission, elle est un peu moins travaillée. Parce que j'ai fait autre chose. Parce que il me fait péter les plombs, ce marché. On va faire des lives. On va se concentrer sur le positif, bien entendu. Mais juste, moi, je vous donne ce conseil d'amis, vraiment, hein, je vous donne ce conseil d'amis. Quand tu fais un peu de crypto, c'est-à-dire que justement, tu fais ta veille hebdo, tu suis la masterclass, tu vas sur le Twitter de Coin Academy, tu suis des personnes à gauche, à droite, c'est très bien. Voilà, c'est à petite dose, c'est très bien. Mais full time, parce que plus tu comprends ce marché, plus c'est enculé ou se faire enculer. Les pré-sales, les public sales, les altcoins, les machins, je vais le répéter, hein, deux gros mots, c'est ou fais-toi enculer. Et moi, le problème, c'est que je suis pas sodomite, j'aime pas me faire enculer. Et malheureusement, je suis trop honnête pour vouloir enculer les gens. C'est très compliqué. Moi, je demande qu'une chose, hein, c'est... Vous me verrez pas faire des coups de gueule. En plus, en masterclass. En plus, sponsorisé Bitpanda. Excusez-moi, Bitpanda, c'est vrai qu'elle était un peu vulgaire, cette émission. Moi, mon boulot, c'est de faire de l'analyse fondamentale. C'est pas de vous conseiller de faire du trading au quotidien en vous disant j'achète ça, je vends ça, machin. Je sais pas faire. J'ai pas la prétention de savoir le faire. J'ai juste ma connaissance du marché. Basta. Chacun fait son boulot. D'autres le font très bien, d'autres le font moins bien. Je suis même pas dans ce sujet-là. Juste, moi, mon boulot, c'est de vous faire de l'analyse fondamentale. Et là, les fondamentaux, c'est protéger vos cryptos avec des hardware wallets et éviter de vous faire enculer. Et pour éviter de vous faire enculer, restez un maximum sur le marché spot. Évitez les contrats bizarres, pré-sale et tout, parce que je vous dis, je suis break-even en pré-sale, hein, pour faire court. Hein. Pas perdu d'argent, j'en ai pas gagné. Parce que entre les projets qui se barrent avec la caisse, les projets qui font... moins 90% au listing, les promesses qui ne sont pas données, etc. Et pour vous donner plus de détails par rapport à ça, moi, dans ma tête, j'étais un peu en mode Oussama Hamar, tu vois. Tu as 9 boîtes sur 10 qui tombent et tu as une boîte qui perce. En crypto, c'est une boîte sur 20. Pas une boîte sur 10, c'est une boîte sur 20. C'est-à-dire que ça peut commencer bien, tu te rembourses vite, et après, c'est potentiel road to zero. Et de toute façon, tu le vois avec les altcoins. Alors après, j'aurais pu mieux miser, hein. J'aurais pu peut-être aller plus sur l'infra, plus sur la DeFi, ça aurait mieux payé. Très probablement. Ça, je dis pas, j'aurais pu mieux faire. Le nombre incalculable d'altcoins où la stratégie, c'est campagne d'airdrop, valorisation max, market maker pour tenir le prix le plus haut possible au listing, puis prix qui font progressivement, qui font, tout en étant dans des initiatives marketing constantes de on va faire ci, on va faire ça, roadmap, machin, puis ça tire pas la roadmap. Ah, mais on vous sort une nouvelle roadmap. Et on fait ci, on fait ça. Ah bah,
Il y a lui qui est parti. Ah bah on va faire ci. Et en pivote de narratif, etc. Parle de Starknet. Bah Starknet, je le mettrai pas là-dedans pour une raison très simple, c'est que déjà ils ont vraiment produit quelque chose, ce qui est déjà pas le cas de tout le monde. Et qu'en plus de ça, c'est pas. Alors ils mangent, hein, certains fondateurs de Starknet mangent, hein, évidemment, mais c'est pas du niveau de on s'autoproclame être un layer 2 alors qu'en fait on est un L1 qui vient poster quelques petites données sur Ethereum histoire de dire on n'a pas d'écosystème, etc. Starknet, il y a au moins la volonté de faire. Il y a un écosystème, il est à part. Il y a une tech, elle est à part. Il y a du savoir-faire, elle est à part. Il y a quelque chose qui a été produit. Moi, je ne cracherai pas sur Starknet parce qu'ils ont produit quelque chose. Mais il y a beaucoup de projets, ils ont produit des très bons salaires. C'est juste des très bons salaires. Ils n'ont rien produit d'autre. Et ça m'écoeure un max. Donc je m'excuse, j'ai fait mon gros coup de gueule. Profitez-en. Pas souvent que j'explose comme ça. Mais juste, comme dit très bien Picsou, les promesses, on n'en peut plus. C'est-à-dire que si vous devez vous placer sur un altcoin qui vend une promesse, le temps de rider le truc et revendre plus haut à un abruti en face, faites-le. De toute façon, c'est le marché. Bon, sorti de son contexte, ma phrase, elle est ouf. Faites-le, c'est le marché des cryptos. Il y aura toujours quelqu'un pour acheter votre merde. Mais sinon, vous laissez plus berner. Tant qu'ils n'ont rien prouvé, ils ont tout à prouver. Il n'y a pas de cette fois, c'est différent. Vous voyez, il y a des projets, ils ont prouvé, ils ont reprouvé, ils ont reprouvé. Il y en a d'autres, ils promettent, ils promettent, ils promettent. Et ça s'arrête jamais. C'est un truc de malade. Bref, en fait, je comprends même pas comment c'est. Et des noms, il y en a plein. Hein. Je comprends pas comment c'est possible. Et le truc, c'est que moi, je suis comme la majeure partie d'entre vous. C'est-à-dire que je suis un gros prolo. Hein. Je suis né vers Clermont-Ferrand. Mes parents, ils ont jamais acheté une action. Ils ont jamais fait d'investissement. Mes grands-parents non plus, d'ailleurs. J'ai un tonton qui fait de l'investissement fini, quoi. Personne dans la famille, personne. Il n'y a pas d'entrepreneur dans la famille. Donc vraiment, j'ai fait comme j'ai pu à mon niveau pour apprendre à entreprendre, à investir, machin. Il y en a qui sont bien meilleurs que moi, clairement. Mais j'ai la valeur de l'argent. Et franchement, quand je vois ces millions, ces milliards qui sont du vide, je me répète beaucoup, hein, mais ça me sidère. C'est un truc de mal. Comment on a pu... Et on se retrouve dans une position où on se dit presque que les régulateurs et Gary Gensler avaient totalement raison, en fait. C'est que le Far West et personne n'est tenu responsable, quoi. Personne n'est tenu. C'est de l'extraction max. Et je vous dis pas, il faut vite réguler, ça va changer, parce que même quand c'est régulé, ça c'est régulé de que dalle. C'est régulé de rien du tout. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de dignité, il n'y a pas d'amour-propre, il n'y a pas d'honnêteté, il n'y a pas d'empathie, c'est juste un truc de fils de pute. Ça se résume à ça, en fait. Voilà. Donc, désolé pour tous ces gros mots. Mais mis à part ça, ça n'empêche pas d'avoir des trucs très sérieux. Bitcoin, Ethereum, Solana, Hyperliquid, descend un petit peu. Il y en a d'autres, hein. Chainlink, c'est sérieux. Puis, c'est de Botech, ça va. Tu vois. Avalanche, c'est sérieux. Sun, c'est sérieux. Polkadot, j'ai envie de dire que c'est sérieux, mais il y a des trucs sérieux. Donc, on continuera les émissions ensemble. On continuera de se régaler sur ce marché parce qu'on rigole bien avec ce marché. On va pas se mentir, on rigole bien. Mais juste, le meilleur conseil que je puisse vous donner, bottom signal clair, réel. Le meilleur conseil que je puisse vous donner, gardez votre boulot. Faites de l'argent avec un salaire. Investissez s'il le faut, mais évitez d'être all-in crypto. Évitez d'être all-in crypto. Sauf si vraiment vous êtes blindé au max et que vous savez très bien ce que vous faites et tout le monde n'a pas ce don, mais évitez l'all-in parce que c'est trop pesant. C'est trop pesant. Pour moi, hein, en tout cas, hein. Tout le monde n'aura pas le même discours que moi, mais le truc, c'est qu'on est sur un marché que... Non, j'ai jamais acheté de stock Intel. On est sur un marché où il y a énormément d'optimisme, parce que c'est important d'être optimiste, évidemment. Moi, je suis toujours très optimiste. Hein. Je vis de cette activité. Cette activité m'a donné beaucoup plus que ce qu'elle m'a pris, donc c'est pour ça que je suis là. Si j'étais arrivé pleine année 2022 en crypto, j'aurais pas le même discours, évidemment. Mais juste que tout le monde n'a pas les capitaux. Tout le monde n'a pas l'entourage ou 120 000 abonnés Twitter, 150 000 abonnés YouTube. Et que ça peut vraiment vous user. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne vous le disent pas ou qui ne le disent pas expressément. Mais je pense que ces 2 dernières années, ça a dû en secouer quelques-uns. Qui se sont trop investis sur ce marché-là, qui y ont trop cru, qui se sont trop exposés dans des alts et tout, et qui se sont fait... Parce que le truc, c'est que quand tu as un revenu régulier, tu peux perdre des sous en crypto. C'est une poche d'argent à part, on va dire. Mais quand tu vis exclusivement des cryptos, si tu es placé sur les mauvais chevaux, donc tu brûles ta trésorerie et en plus de ça, tu te fondes sur un espoir de, ouais, comme sur les cycles précédents, ça va repartir, Altizon, to the moon, correction de mi-cycle, ce que tu veux, toutes les merdes que tu veux. Ça t'use en fait. Voilà, donc moi c'est le conseil que je vous donne. Je vous dis pas de quitter les cryptos, c'est absolument pas ce que je vous dis. C'est un hobby. Voilà. C'est un hobby.
On s'amuse, on fait des sous, on en perd, on fait des sous, on en perd. C'est un hobby. Mais le full time, il est usant. Si vous êtes trader, que vous savez trader, c'est différent. C'est totalement différent. Si vous savez shorter, si vous savez gérer votre capital, si vous savez utiliser correctement les produits dérivés, c'est totalement différent. C'est pas mon cas. Je vous le dis, c'est pas mon cas. En toute humilité, il n'y a pas de souci. Moi, je suis investisseur spot. Allez les potes, je vous souhaite... si t'es full crypto, placé 1 million à 10%, tu peux vivre avec 100K par an. Ah bah oui, après, il faut avoir 1 million de capital. Pas donné à tout le monde d'avoir 1 million de capital. Allez les potes, merci beaucoup d'avoir écouté cette émission. Je vous remets, pour terminer, du coup, le concours Bitpanda avec les 500 balles à gagner, si jamais vous voulez participer. Merci beaucoup de m'avoir entendu. C'est vrai qu'on a été moins dans la crypto, un petit peu plus dans le perso, mais je pense que c'est bien aussi, de temps en temps, de parler de ces choses-là, d'être transparent. Ça manque. Ça manque. Et là, pour le coup, bah, comme j'ai enfin mon petit chez moi, je peux élever la voix. Je suis pas effrayé d'avoir un bug de connexion, de trucs bizarres, etc. Donc ça fait plaisir. Et on se retrouve très vite sur Twitch. Twitch.tv/capetlevray. Twitch.tv/0xpixou. Merci beaucoup de m'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner, laisser un petit commentaire, un petit like. Et excusez-moi pour les gros mots. À tout le monde.